Bienvenue à tout le monde. Donc l'idée c'est que je présente un petit peu le projet de recherche-action puisque vous êtes à l'Université populaire et citoyenne. Donc on essaie de réfléchir et d'agir en même temps. Et donc l'UPC c'est une association qui a été créée en 2004 par des travailleurs sociaux, on va dire, des militants de l'éducation populaire qui en avaient marre d'être pris dans le millefeuille des dispositifs et de ne pas avoir de lieu pour discuter du sens des actions qui étaient menées dans le cadre de ces dispositifs. Donc ça a été un peu à l'origine de la création de comment on fait sur Roubaix un lieu de débat politique, entre guillemets, qui soit détaché des moments électoraux et de la conquête du pouvoir, mais qui réfléchissent au bien commun dans la ville de Roubaix sur un certain nombre de thématiques. Et on organisait l'Université populaire en collectif de recherche-action. Donc à chaque fois, des collectifs d'habitants disent voilà, nous on veut réfléchir sur tel sujet. Donc on fait un état des lieux un petit peu du sujet et ensuite on organise des programmes d'échange de savoir pour dresser une expertise citoyenne et qu'on essaie de livrer aux institutions, à la ville de Roubaix, à la métropole lilloise et d'autres. Et ensuite on a essayé aussi de monter des expérimentations concrètes en disant bon, en attendant que les politiques publiques changent, on peut essayer de nous-mêmes d'expérimenter ce qu'on se raconte dans nos échanges de savoir. Et donc on a été bien mobilisé par la question de la transition écologique. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous a amené ici à Baraka, dont on a fait partie de la création. Enfin, on est un certain nombre de sociétaires de Baraka dès le départ. Et puis à partir de la terrasse, enfin du parking là, qui est transformé en terrasse et en jardin partagé, on a négocié avec la ville aussi la possibilité de reconvertir des friches urbaines en projet de transition écologique, d'autonomie alimentaire essentiellement. Donc il y a un projet qui s'appelle Ferme urbaine des paysans, collectif des paysans urbains du Trichon. Donc voilà, on se pique de devenir des paysans bien qu'étant des urbains profonds, voilà. Et un autre projet qui s'appelle El Cagette, qui est un groupement d'achat en circuit court. Il y a 400 familles qui participent à ce projet-là. Donc voilà un peu pour le contexte. Et dans ce contexte-là, on avait envie d'amener sur la transition des modes de vie. C'est la transition de nos modes de vie face au dérèglement climatique et aux transformations de la biodiversité qui vont changer nos conditions de vie radicalement. Donc c'est essayer d'anticiper un peu ça. Et on voulait ouvrir une recherche-action sur la question de l'habitat. Et donc d'essayer de voir comment on peut agir pour transformer l'habitat, les conditions d'habitat, voilà, face à deux choses, à la question de l'urgence sociale qui est là présente à Roubaix depuis un siècle, on va dire. Donc où il y a toujours eu une pauvreté très importante à Roubaix, les courets, après les HLM, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont très mal logés à Roubaix, les marchands de sommeil aujourd'hui. Donc, et puis aussi l'urgence écologique, c'est-à-dire comment on construit différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que ce matin, en lisant un journal très sérieux qui s'appelle Le Monde, qui fait un document, des pages sur la sobriété là en ce moment. Et ce matin, c'était ça le titre des deux pages, donc ça m'a inspiré. Donc c'est Habitat, un modèle à déconstruire pierre par pierre. Et donc voilà, donc l'introduction du sujet, c'était ce secteur étant à l'origine de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, toute la politique d'aménagement du territoire et les techniques de construction sont à revoir. Donc alors ça décrit, et c'est y compris chez Bouygues, et il commence à se dire il faut d'abord qu'on travaille la réhabilitation, d'abord qu'on travaille sur tout ce qui est vide, parce qu'en fait il y a énormément de mètres carrés inoccupés dans ce pays, et puis essayer aussi si on doit faire du neuf, de le faire non pas avec du béton armé. Les cimenteries dans le monde, c'est rien que les cimenteries. C'est 5% du carbone rejeté. Voilà. Donc, comment construire des logements sans aggraver le dérèglement climatique. Donc voilà. Donc,
Alors nous, à notre niveau, l'idée c'est de dire comment on peut faire sur Roubaix un exemple, une expérimentation qui essaye de réfléchir à comment on peut rénover la ville de manière différente. Aujourd'hui, on reste dans un modèle, vous connaissez l'ANRU, la rénovation urbaine, et dans les quartiers de Roubaix, dans les quartiers politiques de la ville, on est encore sur des plans de démolition, reconstruction, et en faisant intervenir une industrie du bâtiment, en fait, et on lui donne des milliards chaque année pour refaire des logements, alors bon, bien isolés, mais enfin, et encore, on se demande des fois, mais qui sont avec une empreinte carbone très, 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 très importante, et puis qui ne résolvent pas le problème du mal logement, puisqu'on démolit pour reloger. Donc ça offre du logement supplémentaire à la marge, en fait, de ces opérations-là. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une autre façon de refaire un quartier que cette intervention massive donc, c'est un peu l'idée de cette recherche-action, de refaire la critique de la politique de la ville et des politiques d'urbanisme traditionnelles, on va dire. Alors, même si ça évolue, y compris au sein de l'ANRU, hein, je caricature un peu, mais c'est pour forcer le trait un peu. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire une rénovation urbaine en retapant toutes les maisons vides, en créant une dynamique avec les habitants d'un quartier et en offrant des logements neufs qui ne soient pas des logements en béton armé et en vitres, etc. Du coup, voilà, alors, dans cette recherche-action, on voudrait... alors, sur Roubaix, on a fait un peu le tour des gens qui s'occupent de ça. Enfin, moi, j'ai fait un premier état des lieux en rencontrant différentes personnes. Bon, on a... la ville de Roubaix fait un travail sur les logements vides. Donc, il y a entre 1000 et 2000 logements vides, définition ville de Roubaix. C'est-à-dire c'est des logements vides depuis 2 ans. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 2 ans, ils considèrent que ça va se réoccuper. Enfin, les gens, voilà, ils interviennent. Mais au-delà de 2 ans, ils veulent relancer les propriétaires et les amener à faire quelque chose dans leur logement. Ensuite, on a regardé un peu les acteurs de l'auto-réhabilitation et enfin, on a regardé peut-être une chose en plus. C'est des sociologues qui ont fait un livre qui s'appelle La ville vue d'en bas, sur l'économie de la subsistance, en fait, et qui montre qu'il y a plein de gens qui bricolent leur logement et qui n'attendent pas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'énergie là-dedans. Alors, il y a des marchands de sommeil là-dedans, il y a de tout, mais il y a un mouvement de gens qui essayent de se débrouiller pour racheter des logements, pour les relouer, pour les retaper. Et donc, il y a une énergie qui est peut-être intéressante. Et comment on accompagne cette économie-là ? Ces sociologues posaient cette question, est-ce que cette économie-là peut devenir une centralité populaire, et comment d'un coup on la sort du travail au noir et de quelque chose du black, quoi, pour en faire quelque chose d'intéressant. Après, il y a tout un mouvement, enfin il y a des expérimentations de longue date sur l'auto-réhabilitation. Mais le constat qu'on fait, c'est que c'est ces petites expérimentations qui n'ont jamais réussi à être vraiment modélisées et qui sont encore très petites. Hein. Bon, le Graal, par exemple, à Roubaix, on était les rencontrer, donc c'est eux qui animent un peu, agence immobilière à vocation sociale, donc les propriétaires peuvent filer leur logement pour des gens qui sont en situation de mal logement, et le Graal garantit les loyers, enfin des choses comme ça. Ils font des ateliers d'autoréhabilitation, mais c'est quelques opérations par an, surtout Roubaix. Les chantiers solidaires, ils sont axés sur des associations et sur des locaux associatifs, mais pas quasiment chez le particulier. Ensuite, nous avons les Compagnons Bâtisseurs, qui est une vieille association née dans l'après-guerre pour reconstruire la France et compagnie. Mais eux, ils sont maintenant restreints aussi sur... ils travaillent avec les bailleurs sociaux et sur la remise en peinture, les travaux de décoration dans les logements. Et le Graal aussi, par exemple, dit, nous, maintenant on prend des chantiers chez les particuliers, mais pas plus d'une semaine, 15 jours. Bon, parce que sinon ça devient un gros chantier et on va être embêté, et puis on ne veut pas que ça traîne trop. Enfin, bon. Donc du coup, ça limite aussi les chantiers. Voilà un peu l'état des lieux, je dirais que
quelques éléments d'état des lieux que vous pourrez compléter. Et sinon, nous, notre projet, c'est aussi d'arriver à mener des expérimentations dans cette recherche-action. Donc on a dit à la Fondation de France et à la Fondation Abbé Pierre, avec qui on discute pour avoir un financement, qu'on aimerait sortir dans les 2 ans, je dirais, un projet d'habitat partagé en habitat léger, en neuf, dans le quartier, et un projet d'habitat léger en ancien, donc des maisons qu'on transforme pour faire un habitat partagé. Et on voudrait faire ça avec l'implantation d'un atelier construction bois et plateforme de réemploi dans le quartier. Donc un outil qui permettrait de reproduire et de créer un mouvement dans le quartier. Dernière chose, on fait un travail de mobilisation des habitants en porte-à-porte régulièrement avec le journal de quartier. Et donc, ce qui va nous permettre d'avoir une connaissance aussi de ce qui se passe rue par rue, maison par maison, et de nouer des liens avec les habitants du quartier de manière plus régulière. Donc voilà un peu le projet qu'on a envie de mettre en œuvre. Et voilà, donc moi je vous propose déjà d'approfondir peut-être cet état des lieux, ce que je me suis permis de vous présenter, et de dire si vous avez, comment vous voyez les choses, vous qui avez plus ou moins une expertise, et on peut peut-être faire vite fait un tour de table pour que chacun se présente, et dire dans un premier temps, je vous propose un truc en 3 temps, c'est un peu le tour de table de l'état des lieux du logement, comment vous percevez l'accès au logement aujourd'hui et les problèmes les difficultés de logement. La deuxième, ce serait de voir un peu les points de blocage aujourd'hui dans dans les solutions à mettre en œuvre, hein, et peut-être aussi de voir les ressources qu'on pourrait mobiliser, qu'il faudrait mobiliser pour atteindre nos objectifs. Voilà. Donc l'idée, ce serait aussi de voir comment on pourrait faire collectif ensemble, hein, et assembler un certain nombre de partenaires pour nous donner une force de transformation du quartier et une force d'exemplarité vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà. Donc je vous propose de faire un petit tour de table pour se présenter d'abord. Voilà. Oui, moi je reprends contact avec l'université populaire, là, puisque ça s'était interrompu. Et oui, alors, bon, j'ai été au courant qu'il y avait une conférence, enfin pas une conférence, mais une discussion sur l'habitat. Donc, bon, ça m'intéresse. Alors, je voudrais poser une question. Le quartier, c'est quoi ? C'est le Trichon, oui. 300 mètres autour d'ici. Oui, parce que l'ANRU, c'est beaucoup plus étendu. Oui, c'est d'autres quartiers, oui. Oui. Alors, l'ANRU, l'ANRU, c'est une subvention au BTP. Hein, bon. Et effectivement, moi je trouve que la mairie de Roubaix est trop dans la tabula rasa, la démolition, que dans la réhabilitation. Bon, moi je connais la rue des Augiers, là. C'est une rue qui a été entièrement restaurée par ses habitants. Et les maisons sont bien. Et tout d'un coup, ils ont appris par hasard, lors d'une soi-disant réunion de concertation, que leur maison allait être démolie. Bon. Alors, ces maisons sont parfaitement bien, elles ont toutes été restaurées. Tu peux donner ton nom et ta fonction Moi, je suis retraité et je m'appelle Le Poutre. Oui. Et je suis président des Amis du monastère des Clarisses. C'est pour ça que je parle de l'Épeule et de la rue des Augiers. Parce que là, dans ce quartier, il va y avoir des grosses perturbations. Un peu trop d'ailleurs. Merci. Bonjour, donc moi c'est Grégoire Feuilly. Je viens d'arriver à Lille depuis 3 semaines, notamment pour travailler auprès du collectif des possibles sur une enquête sur la précarité énergétique.
Donc on est installé justement au couvent des Clarisses. Et à côté de ça, je travaille à Fâche-Tuménil sur l'adaptation au changement climatique avec des habitants, en utilisant notamment des techniques low-tech, des techniques passives, pour pouvoir adapter l'habitat aux conséquences des vagues de chaleur. Voilà. Donc du coup, moi je trouve, si je dois réagir à ce que tu as présenté, Vincent, je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve que la question qui est posée, c'est une question très pertinente. Après, en termes de comment est-ce que moi je me positionne, plutôt en tant que Grégoire Feuilly qu'en tant que membre du collectif des possibles, moi je suis plus sur les enjeux d'adaptation que de rénovation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre en compte. Justement dans ce projet-là. Je pense que... Comment tu fais le distinguo rénovation-adaptation pour toi, alors, je pense que l'adaptation rentre dans la question de la rénovation, parce qu'en fait, les rénovations peuvent être aussi des opportunités justement de travailler sur l'adaptation de l'habitat au changement climatique, et notamment en fait, certaines conséquences comme les vagues de chaleur, pour lesquelles en fait, il y a une population qui est assez vulnérable ici dans la métropole de Lille. En plus, on retrouve aussi en fait dans cette approche-là des questions techniques qui sont assez appropriables. Et on peut du coup développer justement ce que tu dis. J'ai retenu ce terme-là parce que je le trouve assez parlant, d'expertise citoyenne. Je pense que c'est vachement important en fait justement de laisser la place aux capacités des citoyens à se saisir des éléments techniques pour justement leur permettre de mieux participer aux questions d'habitat, de s'autonomiser, donc s'autonomiser aussi en fait par rapport aux institutions, et on ne sait pas exactement comment les institutions réagissent, on ne sait pas quelle va être leur politique demain. Voilà simplement. Ensuite, après sur sur le collectif des possibles, moi je travaille sur une enquête, donc j'ai plus une posture d'observateur. Mais on va du coup être amené à justement travailler dans le quartier de l'Épeule, à aller rencontrer des habitants pour pouvoir savoir justement quels sont leurs besoins vis-à-vis de ce sujet-là. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de toute façon, de pouvoir faire communiquer les démarches, puisqu'elles ont, je trouve qu'elles ont du sens à coopérer entre elles, quoi. Voilà. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Fabien Gauthier. Je m'occupe du comité de quartier Le Fil de l'Épeule en tant que responsable. Moi, ce qui m'intéresse dans une recherche-action, c'est vraiment la prise de connaissances, la découverte de connaissances à travers la recherche-action. J'aime beaucoup ça et j'y crois beaucoup sur l'efficacité de la connaissance qu'on peut créer en associant des habitants. Ce que disait Vincent, deux choses me sont venues. Je pensais à la coopérative Toerana, qui est en structure de coopérative avec des artisans du bâtiment, plutôt orientés rénovation ou action écologique. Et je sais que j'ai des amis qui ont fait appel à un artisan pour faire des travaux de réhabilitation écologique, transformation, avec l'artisan. C'est-à-dire que à la fois le propriétaire travaille et est coaché par un artisan. C'est quelque chose d'assez intéressant comme système parce que le propriétaire apprend tout en ayant les compétences ou l'encadrement de l'artisan. Je pensais à Toerana, qui est une scope assez connue, en tout cas dans le réseau ESS, à la maison Stéphane Hessel de Lille. Donc en termes d'état des lieux, parler des compagnons bâtisseurs qui étaient un peu plus réduits en termes de temps de chantier par rapport à des particuliers. Moi, je vois tout de suite Toerana avec des corps de métier assez larges et certainement des compétences aussi assez larges. Voilà, et puis en tout cas nous au Fil de l'Épeule on est très intéressés sur la question de l'habitat. Je suis plutôt venu ici pour en apprendre. Je connais mal encore la question de l'habitat, en tout cas dans le quartier, parce que souvent les gens qu'on reçoit en médiation sociale, ils nous parlent de leurs conditions de logement, d'habitat, des difficultés. On fait des aides au niveau du FSL, sur des recours contre des expulsions ou autres, tout ce qui est problématique sociale liée à l'habitat.
Et du coup, je viens aussi ici pour m'informer. Et effectivement, le prochain petit déjeuner solidaire, nous, qu'on va faire, ça sera sur la question de l'habitat à Roubaix, quoi. Parce qu'on a pensé que c'était un sujet intéressant. Et il y aura certainement à croiser les regards ou à croiser des moments où on pourra apprendre des choses dans la recherche-action, quoi. Oui, bonjour. Donc moi je suis Réjeanne Ployer, donc je fais partie de l'Université populaire. C'est pour ça que je suis là en directement. Sinon j'ai réalisé avec d'autres le porte-à-porte dans le quartier. C'est vrai qu'on a pu et d'une voir pas mal de maisons vides, murées, on ne sait pas trop, des logements un peu surprenants en fait, avec une partie de... Enfin, là, je ne sais plus, dernièrement, je sais que c'était par exemple une grande maison avec une partie de logement assez extraordinaire, si on peut dire. Et de l'autre côté, des chambres. Enfin, c'était assez incroyable. On ne sait pas qui contrôle quoi, mais c'est un peu bizarre parfois ce qui peut se passer, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions de logement vraiment très différentes suivant qui on est. Et sinon, moi, l'expérience que j'avais il y a très longtemps, dans le quartier des Auchamps, c'est aussi autour de ce système d'auto-réhabilitation. Là, c'était en fait un atelier où on pouvait apprendre. Là, on était donc dans plutôt, on n'est pas de décoration, mais un petit peu aménagement. On n'était pas dans de la restructuration en fait d'un logement, mais quand même, on pouvait apprendre à remettre un peu en état son logement avec l'aide de quelqu'un. Dont il avait la compétence, sachant que ça a été à un moment donné supprimé. Donc à voir, est-ce qu'on peut refaire ce genre de choses en fait pour accompagner les gens dans la réhabilitation par exemple. Est-ce qu'il y a des financements possibles maintenant? Parce qu'à une époque c'était abandonné alors que je pensais que c'était assez important, et même dans la relation des gens. Du coup là on était pour une bonne partie des locataires, des gens avec leur logement. Le fait de pouvoir participer à l'aménagement pour des gens, quelquefois, soit qui n'avaient pas l'argent, peut-être même pas, ou qui avaient trop de problèmes, du coup pas l'imagination, mais ils étaient un peu débordés par les problèmes divers et variés. Le fait d'aménager, d'apprendre à refaire des choses, que les enfants voient aussi, donc ça se transmet. Je trouvais que c'était important, et donc on peut peut-être réfléchir là, du coup, autrement par rapport à une intervention plus lourde, entre guillemets, sur le logement. Voilà. J'accompagne. Non, mais j'ai pas. Pour le moment, j'ai pas encore. Moi, c'est Aziza. Elle est secrétaire médicale au cabinet des Trois Ponts du docteur Bedredo. Bon, elle est secrétaire médicale au cabinet des Trois Ponts, donc elle voit quand même pas mal de cas également. Voilà, donc bonjour à tous. Je me présente, Fadila Kodris, et moi je suis médiatrice sociale au sein de l'association L'Univers, hein, qui est un restaurant solidaire. Et donc, nous accueillons pas mal de personnes. Et il faut savoir que parmi ces personnes, il y en a qui sont sans abri, mal logés. Et donc, il s'avère que c'est très, très, très difficile de leur trouver un logement, même en ayant recours à des organismes spécialisés. Et donc, pour cela, je viens aujourd'hui pour voir ce qu'on pourrait proposer. Voilà. Je vous remercie. Pardon. Bonjour à tous. Moi, c'est Marion Pelé. Je suis architecte et étudiante en Master 2 d'urbanisme alternatif. Je suis ici, je représente aujourd'hui l'association Les Petites Maisons Solidaires, qui est une association qui travaille donc dans la métropole européenne de Lille, justement à combattre le mal logement. On est aujourd'hui en train de travailler sur 3 projets d'écoquartiers d'habitat partagé, donc des écoquartiers de tiny house. Donc, c'est des questions qui nous intéressent vraiment. Enfin, tiny house, oui, des petites maisons. C'est des petites maisons. C'est des petits habitats écologiques qui sont déplaçables. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir les bouger en fait de friche en friche selon les endroits que la métropole nous mettrait à disposition. Et donc plus personnellement, lors de ma dernière année d'architecture, j'ai travaillé justement sur toutes ces questions d'urgence sociale et notamment de l'urgence du logement, qui est
pour moi un sujet vraiment, on va dire, prenant. Et donc, lors de ce mémoire, en fait, c'était un mémoire projet, un peu une recherche-action en quelque sorte, j'ai pu travailler sur le quartier du Pilat-Roubaix, justement où il y a encore une plus grosse problématique, je trouve, de logements vacants, où j'avais proposé donc un projet de réhabilitation d'habitat ouvrier, donc pas un projet de nouvelle construction, mais justement de réhabilitation et comment, on va dire, regrouper ces habitats ouvriers en créant de l'habitat partagé et proposer une rénovation écologique. Donc pour moi, cette recherche-action, elle fait vraiment sens personnellement et à voir comment on pourrait y prendre part, et notamment aussi avec l'association Les Petites Maisons Solidaires. Bonjour, alors moi je m'appelle Joël Desmet, j'accompagne donc Marion. Je suis constructeur de maisons à Ossaturbois et donc je m'apprête aussi à travailler avec la Petite Maison Solidaire en fait, donc pour construire des tiny house. Et donc voilà, aussi en tant qu'architecte, on est assez intéressé forcément de toutes ces problématiques en fait, aussi de comment on va continuer à construire la ville, rénover, sachant que toutes les problématiques qu'on nous a appris par rapport à l'extension urbaine, etc. Donc voilà, je suis aussi là pour apprendre et pour découvrir, quoi. Donc moi c'est Denise, donc je fais partie de l'UPC et je suis partie prenante au projet de HELP, donc l'habitat partagé mais léger. Et donc en même temps, je vois aussi, je suis conseillère citoyenne. Et j'ai vu tous les programmes de rénovation de l'ANRU et du PMRK au PIL. Et je trouve que vraiment, ce que vous avez dit, je le ressens effectivement, on est toujours en train de démolir. Et au-delà il faut reconstruire du béton et tout ça, il y a tellement de logements vides à Roubaix que je pense que ça pourrait être aussi une préoccupation. Donc dans ce que l'on fait là maintenant, c'est intéressant parce que on va échanger, on va apprendre et c'est très important de se rassembler, de pouvoir discuter. Bon, je ne vous connais pas, je veux dire, c'est vraiment une ouverture pour notre projet de HELP. Et ce qui me semble aussi intéressant, ça sera la mixité aussi peut-être des gens qui vont participer à ce projet. Il sera assez transversal pour toutes les familles. Donc voilà, je participe à cette réunion avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Louisa et je suis présidente de HELP. Et en fait, moi, ce qui me pousse justement par rapport au logement et à l'urgence climatique, c'est la lenteur justement du logement. Je vois qu'en fait, il y a des logements en béton qui se détruisent et d'autres qui se reconstruisent. Et je me dis, face à une urgence climatique comme on a actuellement, je suis dans l'obligation en fait de m'impliquer et de faire pour projet justement de cet habitat léger un exemple, une exemplarité. Et dans l'urgence, je suis vraiment dans l'urgence. Je fais partie aussi du jardin du Trichon, je suis jardinière. Et là, je vais pousser un peu plus loin parce que je me dis, en fait, il y a le logement, il y a le bien manger aussi, donc ce qui est très, très important. Et surtout dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, je pense que là, il y a des choses qui se mettent en place pour que justement les pauvres puissent manger bio et à des prix moins contraignants actuellement sur les marchés, les choses comme ça. Parce qu'en fait, nous, à l'époque, les pauvres allaient à la ferme pour aller chercher les légumes, ce qu'on avait besoin. On n'allait pas. Et là, les choses se renversent, en fait. À notre époque, maintenant, en fait, les gens qui veulent bien manger, ils sont obligés d'aller au supermarché. Et ceux qui ont un peu plus d'argent vont dans les fermes, dans les choses comme ça, bio. Et je me dis, il y a vraiment une urgence climatique. Moi, c'est ça qui prouve, qui marque, et au niveau logement aussi, c'est ça qui me marque je ne sais pas comment dire ça, mais le point de départ de l'urgence. Voilà. Bonjour, je m'appelle Joël Campagne, j'habite le quartier, dans un appartement de 60 mètres carrés, au 2e étage, donc j'ai de la lumière, je suis content. J'habite en face de bâtiments qui sont en train de se construire, avec beaucoup de béton, et dans une rue
où quasiment un logement sur 3 est vide. Donc la contradiction, elle est patente. On a fait du porte-à-porte avec l'UPC, je suis membre de l'UPC. On a essayé de voir comment on pouvait mobiliser les habitants. On a fait des réunions de voisinage. Donc il y a eu une réunion rue de Lille. On commence à essayer de mobiliser cette population, nos voisins en fait, hein, par rapport à cette question, je dirais, des quartiers qui sont en train de mourir à Roubaix, il faut bien le dire, hein, que ce soit le Pile ou que ça soit ici, un peu moins, mais déjà bien avancé quand même. Et donc comment on redynamise des quartiers comme les Truchons, c'est ça la question. La question du logement, elle est importante, puisque quand on habite une rue comme la rue de Lille et que, je dirais, une maison sur 3 est vide, c'est que ça commence à craindre vraiment et qu'on construit en même temps. Hein. On n'essaye pas de régler cette question de logement vide, non, on construit. Donc voilà, on en est là. Je dirais, à part ça, je dirais, je suis content qu'on prenne cette initiative de réfléchir collectivement sur le logement à Roubaix, et puis qu'on lance une dynamique un peu, je dirais, plus grande que celle qu'on mène sur le quartier, quoi. Qu'on apparaisse vraiment sur cette question. Voilà. Bonjour, donc Annette Groux, je suis habitante du quartier, je fais partie de l'association HELP. Par ailleurs, je suis urbaniste et professeure en urbanisme. La question qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé à Roubaix à la direction de l'urbanisme pendant 15 ans, il y a une vingtaine d'années. J'ai connu les quartiers de l'Épeu, les quartiers du Pile, tous ces quartiers-là depuis longue date. Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui l'avancée en fait, de ce qui a pu se faire en matière d'habitat, effectivement, ça pose question. Je pense qu'il y a énormément de dispositifs qui existent en France. Il y a eu énormément d'expérimentations, des choses qui se sont faites et qui ne se sont pas inscrites dans la durée. Je reprends l'exemple dont parlait Réjeanne, celle de l'autoréhabilitation, où il y a eu une période, l'État aidait et finançait par des subventions les réhabilitations dans le cadre de l'autoréhabilitation, puis ça s'est arrêté. Et puis voilà, en fait, il y a des choses qui ont existé il y a longtemps et qui reviennent aujourd'hui comme étant peut-être des solutions à reprendre. Donc voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du logement vacant. On l'a vu sur Roubaix et même sur la métropole. C'est un sujet important. Les diagnostics sont maintenant assez bien aboutis. Enfin, on cible bien le problème. Enfin, on sait localiser ces logements. Par contre, là, c'est une très grande complexité. Chaque logement a une histoire. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que là, le temps va aussi être un facteur important. Mais il me semble effectivement au jour d'aujourd'hui, avec la question du zéro artificialisation, hein, et on va nous imposer de plus en plus de ne plus pouvoir s'étendre. C'est donc la question du renouvellement urbain, de reconstruire la ville sur elle-même. Bien sûr sur des friches, mais aussi donc la question du logement vacant. Et puis derrière tout ça, moi je pense qu'il y a aussi un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de l'identité de nos villes, et réhabiliter le patrimoine, c'est aussi en fait garder cette identité. Et je pense que c'est important pour les habitants et les usagers d'une ville que de vivre voilà, dans un territoire qui a une histoire. Et donc, il y a aussi cet élément-là, au-delà, effectivement, des questions de précarité, de lutte contre le logement indigne aussi, qui doit être aussi menée. Voilà. Donc, globalement, c'est cette question du logement ancien dégradé, des logements vacants, et je pense une question assez importante à traiter. Donc, voilà. Donc, je pourrais apporter aussi mes connaissances sur ce sujet-là, entre autres. Bonjour. Voilà, donc moi c'est Francis Acli, je représente l'association Solia Métropole Nord. Donc Solia, c'est Solidaire pour l'habitat. Donc on est l'association qui a pris le relais de l'association qu'on appelait autrefois Pacte, propagande d'action contre l'autodit. Donc je représente une association qui est cinquantenaire et qui est engagée globalement dans le cadre de la lutte contre le mal logement par deux prismes en fait, hein, celle qui d'abord par l'orientation vers les populations, celles qui sont confrontées donc au mal logement, celles qui ont une difficulté d'accès et de se maintenir dans le logement. Donc là, ça traduit l'ensemble des actions d'accompagnement social,
Voilà. Et l'autre volet, c'est le volet intervention sur l'habitat. Nous, sur l'ensemble de la métropole lilloise, puisque c'est notre zone d'intervention, on a environ 3000 logements. Et on intervient beaucoup dans le logement diffus, c'est-à-dire dans du logement d'habitats anciens, souvent dégradés. Donc nous avons 3000 logements et on met en place ce qu'on appelle une gestion locative adaptée. Donc on accompagne les populations à accéder d'abord et à s'y maintenir, puisque l'ensemble de notre action est orienté vers les populations qui sont en difficulté. Voilà. Alors sur la métropole lilloise, nous sommes engagés bien sûr sur ces questions d'habitat. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, quel nouveau mode d'habitat face à l'urgence sociale et écologique, est une question de toute façon globale qui concerne l'ensemble des acteurs qui, à un moment ou à un autre, agissent, sont confrontés aux réalités des publics d'abord, quand la réalité vient s'exprimer, sur des difficultés à se loger ou sur des difficultés à payer ses factures énergétiques ou autres. Donc toutes les questions qui ont été évoquées dans ton intro, Vincent, bien évidemment, sur le territoire de Roubaix, alors on est répartis sur l'ensemble de la métropole, mais les villes historiques, on va dire, de l'association, c'est Lille, Roubaix, Tourcoing, puisqu'il y avait 3 pactes qui ont fusionné à un moment et qui, à un moment, ont agi et se sont regroupés pour agir. Alors on fait partie d'un mouvement national. C'est une association, effectivement, qui est, on va dire, qui était au départ avec une forte orientation professionnelle, même si depuis maintenant 1 an, on s'ouvre au bénévolat, parce que c'est important de s'allier et de réactiver finalement des choses. On développe aujourd'hui, maintenant depuis 1 an, avec cette nouvelle orientation qu'on a pris au niveau de notre direction, une ouverture forte vers le bénévolat. Et j'ai envie de dire que toutes les questions qui sont basées sur l'idée de renforcer le pouvoir d'agir des populations, ou qui sont relayées par différents dispositifs ou différentes démarches, on n'est pas insensible. Donc c'est la raison pour laquelle, même si aujourd'hui on a implanté, alors c'est vrai qu'on a des travailleurs sociaux qui sont sectorisés, qui travaillent bien sûr en lien avec les services logements, les acteurs associatifs, toutes les personnes qui à un moment peuvent apporter leur concours à aider les populations les plus en difficulté. On n'est toutefois pas implanté suffisamment pour agir dans le cadre de l'accompagnement. On a des travailleurs sociaux. On intervient donc sur le volet accompagnement avec un certain nombre de logements. Donc on verra après sur le quartier du Trichon plus particulièrement combien de logements, quels sont les dispositifs qu'on met en œuvre, puisqu'on intervient, je ne l'ai pas dit, mais aussi dans l'hébergement d'urgence ou avec des structures d'hébergement sur Roubaix en particulier, des pensions de famille ou tout autre dispositif qui peut aider des populations qui sont en difficulté selon leur niveau de difficulté. Alors évidemment, nous avons des hébergements d'urgence. Tout ce qui a été dit dans ton introduction, Vincent, évidemment qu'on travaille avec la ville et sur les questions de la vacance, ça nous touche en particulier puisque nous, on a environ 900 logements sur Roubaix, sur l'ensemble des quartiers. Et on est, bien sûr, dès qu'il y a un projet qui touche une transformation d'un quartier, soit des projets des opérations de rénovation urbaine ou le dispositif en rue, évidemment qu'à un moment ou à un autre, on est interpellé, soit pour de l'accompagnement, soit parce que directement, avec nos logements, on doit participer au projet de démolition ou de réhabilitation. Sur les autres questions qui sont liées à donner la possibilité à des habitants de pouvoir améliorer leur logement. Donc je n'ai pas dit, mais nous avons également un service conseil habitat qui utilise les dispositifs en fait existants pour essayer de permettre aux gens, avec ce qui existe et tous les financements possibles, de pouvoir améliorer leur intérieur ou améliorer leurs conditions de vie. Donc nous, le conseil habitat intervient pour l'adaptation du logement, donc avec tous les dispositifs existants. Mais voilà, alors donc toutes les initiatives, on va dire innovantes, qui ont été expérimentées autour de l'auto-réhabilitation accompagnée ou de l'auto-embellissement quand il s'agit, donc nous on met en place des choses avec l'aide des dispositifs, du mécénat, des chantiers solidaires. Bon, évidemment, on travaille avec des partenaires aussi, le Graal, les compagnons bâtisseurs, qui interviennent aussi sur ce territoire. Donc toutes ces questions sont importantes. On sent qu'aujourd'hui, il y a de toute façon une obligation de participer à cette transformation obligatoire due au climat, et que si elle peut se faire en prenant appui sur des connaissances qui émanent du terrain et qui sont initiées par des associations comme l'UPC, nous, on n'est pas insensibles. Alors après, c'est voir comment on peut être un des acteurs, de quelle manière, ça reste un sujet, puisque on a des
collaborateurs ou des travailleurs sociaux qui interviennent dans ce qu'on appelle l'aller vers à domicile, en direct, très peu de temps pour investir des initiatives de développement social localisées. Ça, c'est un peu la limite, en fait, de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, parce que ce sont des sujets importants. Sur la question de l'habitat, bien évidemment, nous, quand on fait des réhabilitations, on a aussi des labels dans les modes de construction pour lutter contre justement toutes ces passoires énergétiques et permettre finalement une meilleure consommation d'énergie en fait dans le logement. Donc on n'est pas insensible à toutes ces questions. Et concernant le mode d'habitat, évidemment également, puisque la particularité de Roubaix ou de villes comme Lille, etc., c'est que, et en particulier pour notre association, c'est que on a été un des acteurs des courets de Roubaix. On a fait pas mal de choses dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, la question de savoir comment demain on peut imaginer des modes d'habiter nouveaux, innovants, etc., c'est un sujet d'aujourd'hui en réalité. Donc nous, on est plutôt sensibles et plutôt vouloir coopérer et s'allier avec des initiatives intéressantes. Merci. Moi, je suis Stéphanie Lamarche-Palmier. Donc, j'ai grandi dans le quartier de l'Épeule qui est juste à côté. Et j'ai une pratique, on va dire, professionnelle des questions de l'habitat depuis 35 ans, à différents rôles. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la réunion que l'on fait, c'est la question de la nuance et du dialogue, en fait. Parce que j'ai l'impression que quand les courets se sont faites, c'était un vrai progrès. Et dans la présentation, c'était pas forcément là que les pauvres habitaient. C'était des travailleurs qui habitaient là. Quand on a construit les grands ensembles, le cauchemar, c'était les courets et les maisons anciennes. Et une partie des pactes sont venus pour tempérer les familles qui ne pouvaient pas aller aux grands ensembles. Aujourd'hui, on analyse autrement les choses, mais comment on fait pour maîtriser les choix, pour éclairer peut-être les diagnostics et partager avec peut-être un peu plus de nuances les choses. Il y a aussi des immeubles qu'on démolit, pas seulement parce que c'est une question d'argent. Les gens, on va les reloger, bien sûr, mais il y a des besoins en matière de handicap, il y a des besoins en matière de typologie de logement, il y a aussi des besoins en matière de localisation. Il y a des erreurs qui ont pu être faites avec des mobilités qui ne sont pas du tout adaptées dans certains endroits, et les projets contribuent aussi à faire ça. Donc comment on arrive à pas diaboliser la démolition, mais pas idéaliser non plus la construction. Enfin, j'ai discuté ou accompagné au début Christophe Thomas dans les sites maisons. On peut parler d'écoquartier, mais à 15 maisons, on ne va pas révolutionner le mal logement d'un coup. Mais comment, du coup, ça peut éclairer nos façons de réfléchir, et c'est ce que vous proposez de faire, et je trouve ça super. Mais comment on sait qu'à côté de ces 15 logements-là, il y a aussi des centaines de personnes qui ont besoin qu'on travaille sur les droits, ou des modèles peut-être associatifs qu'il faut parfois questionner. Merci Fabien d'avoir rappelé que l'autoréhabilitation, c'était pas forcément quelque chose de très social. C'est le fait de réhabiliter seul sa maison. Il y a plein de façons de le faire. Il y a eu les castors, la PES en avait parlé il y a quelques temps. Il n'y a pas que l'autoréhabilitation. Et pareil, les compagnons bâtisseurs, si dans le Nord, ils font beaucoup de logements sociaux, il y a plein de régions où ils font pas que le logement social, ou même pas du tout, et ils sont plutôt dans des copropriétés ou l'ancien, et on sait que c'est un des enjeux qui va bientôt arriver. Et donc, à côté des modes d'habiter et des modes d'habitat, peut-être pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Grégoire, il y a cette question de la compréhension par l'habitant de ce qu'on lui propose. Et avec les grands ensembles ou avec d'autres opérations, c'est qu'on a proposé le très bien d'une époque à un moment donné, et c'est pas suffisant pour que ça matche, que ça évolue. Et donc comment on fait aussi pour ajuster la bonne solution
aux personnes qui sont là et se rapprocher, en fait, savoir se parler entre les investisseurs, les élus, les assos, les habitants, les voisins, les riverains, les propriétaires. Je pense qu'on arrivera à faire mieux si on est plus ensemble. Oui, bonjour. Je m'appelle Nassim Sidoum. Je suis membre du conseil citoyen quartier de Roubaix. Je suis aussi dans le conseil d'administration de l'UPC. Après, je pense que on parle beaucoup de rénovation, démolition, de construction. Et je pense qu'il y a quand même... j'ai pas l'impression que le but derrière ce soit juste de vouloir résorber de l'habitat insalubre. Bon voilà, je suis désolé, mais rue des Augiers, bon moi j'ai pas été à l'intérieur des maisons. Parfois l'apparence est trompeuse. On peut avoir une très belle maison de façade et à l'intérieur c'est pas forcément top. Et l'inverse est vrai. La façade n'est pas forcément top et vous voyez à l'intérieur en fait c'est magnifique, c'est sain, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même des gens qui s'étaient réappropriés leur logement, qui avaient fait des travaux dedans. Et bon voilà, quand dans les réunions publiques il y a les responsables de l'urbanisme qui nous disent dans le plus grand des calmes que c'est de l'habitat insalubre, c'est de la résorption de l'habitat insalubre, je trouve que ça ne manque pas de sel, parce que tout ce qu'ils veulent faire c'est dégager la vue sur un mur du couvent des Clarisses qui est honnêtement pas la plus belle vue, puisque c'est un mur où voilà quoi, c'est un mur de briques quoi. Honnêtement c'est pas la meilleure perspective sur le couvent qui est en lui-même un bâtiment magnifique. Voilà. Du coup, je trouve qu'il y a quand même une forme de, je le dis, d'hypocrisie dans le propos, et je pense aussi que c'est aussi parce que quand il y a des politiques d'urbanisme, je trouve que tout le monde est pétri de certitude. Tout le monde est toujours là à se dire on a la solution et on va l'appliquer mordicus en faisant l'économie d'une quelconque réflexion. Voilà, il fut une époque où l'urbanisme, c'était ce que disait l'industriel et donc on faisait. Donc c'est pour ça qu'on a des courets, c'est pour ça qu'on a des maisons ouvrières. Puis ensuite, au sortir de la guerre, on se dit en fait il faut faire de l'habitat vite, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent sans abri et qu'avant, de toute façon, avant la guerre, c'était pas top non plus. Et donc on fait des grands ensembles et on imaginait ça comme une utopie. Parce que ça fait... en gros, toute la modernité, on l'a retrouvée dans ces ensembles. Et puis, par la suite, on est vite revenu là-dessus. Et puis, on se dit, finalement, de fil en aiguille, des réalités... des politiques successives ont créé des ghettos. Et donc, maintenant, on va faire une politique de peuplement. Et honnêtement, le fond de ma pensée, c'est que quand on dit on va démolir je ne sais combien de logements, lorsqu'on va démolir 1290 logements à Roubaix dans le cadre du NPRU, c'est aussi je pense, une représentation un peu naïve de la décotoisation. On dit on va détruire plein de logements, on va les reloger ailleurs, et puis du coup, comme la pauvreté que l'on retrouve à Roubaix, on va la diluer un peu partout, il n'y aura plus de ghetto. Et c'est un peu naïf parce qu'eux-mêmes savent que quand il faut reloger, ils reviennent souvent à Roubaix. Voilà, je veux dire, d'ailleurs, ce chiffre n'est pas de moi, il était de l'ancienne sous-préfète chargée du territoire de Roubaix. Elle avait dit au conseil citoyen, on avait eu une rencontre avec elle, elle nous dit 70% des gens dans le cadre de l'ANRU 1, ils étaient relogés à Roubaix. Et donc voilà, on avait une situation ubuesque où à l'ANRU 1 aux Trois Ponts par exemple, on démolit plein de bars. Et donc on a un peu de mieux parce que le cadre de vie s'est quand même un peu amélioré dans le cadre de l'ANRU 1, il ne faut pas tout jeter aux orties, mais derrière on va reloger des gens dans le quartier du Pile, on va faire des bâtiments pour ça, et puis ensuite on va expliquer aux habitants, aux petits propriétaires du Pile que on va démolir des logements et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a quand même, je pense que au-delà de la pertinence écologique de vouloir démolir ou de réhabiliter ou que sais-je encore, il faut peut-être aussi s'interroger sur les motivations réelles des décideurs. Qu'est-ce qui les pousse à investir dans telle ou telle façon de faire. Du coup, ça permet de revenir sur justement la ville vue d'en bas, qui mettait en avant le fait que oui, il y a de la pauvreté, on ne va pas angéliser les choses. Mais derrière, quand on dit à des gens, pour une raison ou pour une autre, des tas de gens qui ont des tas de vulnérabilités sociales se retrouvent au même endroit, bien sûr, il y a des problèmes, mais il y a aussi des gens qui essaient de trouver des solutions entre eux. Et
des réseaux de solidarité, des façons de se débrouiller. Ces gens-là, une fois qu'on les coupe de ça, on les reloge certes ailleurs. Bon, on n'aura pas réglé leurs problèmes de fond, donc ils sont toujours... ils sont pauvres ou non, parce que bon, il faut aussi dire qu'on part du principe qu'un tel, il habite là, donc a priori, il doit avoir plein de problèmes, ce monsieur, ou cette dame. Mais tous les réseaux de solidarité qui ont pu exister, qu'il a pu développer dans son quartier, il les a plus, parce qu'on a délogé cette personne. Et d'ailleurs, les pilotes de la rénovation le savent parfaitement, puisque dans la charte de relogement du PMRCAD, c'était écrit. On tient compte des réseaux de solidarité. Après, est-ce qu'ils l'appliquent pour de vrai ? Bon, l'expérience de la table de quartier démontre que non. En tout cas, je pense en tout cas par rapport aux différentes interventions que j'entends depuis tout à l'heure, je suis tout à fait en phase avec le principe du lien et de la mise en réseau et de l'accompagnement des gens. Parce que, en fin de compte, moi je ne crois pas... Enfin, les expériences passées, en tout cas dans la Roubaix, m'ont plutôt incité à penser que c'est pas en décrétant qu'on va rénover je ne sais combien de logements qu'on va résoudre tous les problèmes. Au PMRCAD, on a dit très gentiment à des gens qui vont devoir aller ailleurs parce qu'on rachète leur maison ou on rachète la maison de leur propriétaire pour les réhabiliter, pour les revendre. Bon voilà, je veux dire encore aujourd'hui, il y a des maisons qui ont été rachetées, elles n'ont toujours pas été rénovées. Il y a des maisons qui ont été rachetées, qui ont été rénovées, qui n'ont toujours pas trouvé preneur. Il y a des maisons qui ont été rachetées, qui ont été rénovées, qui ne sont aujourd'hui plus forcément habitables. Je parle rue de C. Bon, on n'a pas réglé tous les problèmes de vivre ensemble qu'il y avait autour du bâti, notamment des problèmes d'insécurité qu'il y avait dans une rue particulière. Il y a eu un incendie, 4 voitures ont brûlé, et le feu s'est propagé à une maison, et depuis, le directeur de la fabrique des quartiers, je ne sais pas s'il est encore en poste, ce monsieur, parce que ça fait quand même assez longtemps, quand il a vu le résultat, il en a pleuré, parce que ça demande un travail long, compliqué, c'est laborieux. Donc voilà, enfin moi, justement, en fait, là où je suis dubitatif, c'est que je pense qu'il n'y a pas de baguette magique à toutes les situations, à une situation donnée qu'on va pouvoir répliquer partout sur le territoire. Deuxièmement, je pense qu'il faut beaucoup de réflexion pour s'adapter à une situation donnée. Et troisièmement, je crois qu'on pourra... Je veux dire, quand on essaye de se dire qu'on va essayer entre guillemets, de gérer une population humaine dans un quartier, il faut arrêter de croire qu'on est dans un plateau de Monopoly ou dans la SimCity. C'est pas parce qu'on décrète qu'il y a un truc qui va arriver que c'est bon, ça va arriver, que les gens vont suivre, que le marché va suivre la tendance, que les gens tout de suite vont avoir tout de suite les bons réflexes ou se dire tiens, je vais réhabiliter ma maison. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a un énorme travail sur le lien, un énorme travail sur l'accompagnement social qui est nécessaire. Et du coup, voilà, enfin, je veux dire, les ghettos, je suis désolé de dire ce mot, c'est peut-être un peu caricatural et je m'arrêterai là. C'est une réalité sociale qui s'est construite sur plusieurs décennies, et je crois que revenir dessus, ça va être un processus qui va prendre plusieurs décennies. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est en claquant des millions d'euros à chaque fois qu'on résoudra tout ça. Voilà. Donc, là, on a eu un tour de table, c'est intéressant de voir un peu où chacun se situe. Et peut-être l'idée, là, la proposition que nous on fait, c'est donc de faire une recherche-action sur un territoire restreint, mais d'essayer de tout faire à la fois. Enfin, de créer une dynamique à la fois sur l'autoréhabilitation, à la fois sur du logement neuf, sur du logement ancien, sur des formes d'habitat partagé, sur des formes d'habitat individuel. On veut réunir, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, des gens on veut pas faire simplement du social, on veut aussi mobiliser les gens de classe moyenne, comme on dit, les gens qui sont dans différentes situations, puisqu'on veut croiser à la fois la question sociale et la question écologique. Mais l'idée, c'est de voir comment on fait pour créer une dynamique sur ce territoire du Trichon. Et donc, comment on arrive à, tout d'un coup, faire apparaître un contre-exemple, enfin je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais de rénovation urbaine qui soit visible et qui apparaisse comme quelque chose qui atteigne un seuil critique, je dirais, qui rende visible
sur un quartier la convergence d'un certain nombre d'actions et tout d'un coup on se dit il y a mouvement et il est possible de faire autrement. Plutôt que les choses éparpillées un peu partout et qui passent en dessous des radars en fait. Donc c'est cette proposition-là que nous on vous fait, de mettre à Solia aussi, au collectif des possibles, à Fil de l'Épaule et à Ch'ti Maison Solidaire et même aux gens du patrimoine là, avec Monsieur Lepoutre. Et on a bien aimé tout le boulot que fait Jean-François Boudaillé là, pour défendre justement l'habitat ancien sur la ville de Roubaix. Et il habite le quartier d'ailleurs, donc on pourra forcément le mobiliser. Donc est-ce qu'on peut arriver à se mettre d'accord sur essayer d'agir ensemble sur un quartier, en disant c'est intéressant d'avoir un terrain, une expérimentation qui soit visible, donc de fabriquer des choses ensemble, tout en, j'entends bien aussi ce que disait Fabien, c'est-à-dire aussi produire de la connaissance, créer du débat autour de la mise en place de ces expérimentations et qui ont vocation à se reproduire et à donner envie à d'autres et puis de créer peut-être un rapport de force aussi avec les institutions en disant on peut faire autrement. Voilà. Donc ce que je vous propose peut-être c'est de discuter sur les deux points, peut-être chacun dise, ou si vous avez des idées pour réaliser ce que j'ai présenté en intro, qu'est-ce que vous voyez comme point de blocage aujourd'hui dans la réalisation de ce truc-là. Bon, voilà, on est ce petit groupe ici. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que, enfin, voilà, l'autoréhab, c'est des petits trucs et des petits outils. Bon, le Graal est dans le quartier aussi, hein, malgré tout. Mais voilà, comment on crée de la dynamique. Et puis, donc, à la fois point de blocage et si vous avez des idées de ressources à mobiliser, là aussi, de dire comment on va chercher... bidule, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les institutions s'intéressent à notre recherche-action. Enfin, voilà, c'est aussi réfléchir à ces forces qu'il faut mobiliser. Bon, on a l'Institut d'urbanisme, pas en tant que tel, mais voilà, on a... Stéphanie, t'as été permanente de la Fondation Abbé Pierre pendant 20 ans. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc il y a un certain nombre de forces en présence, mais je dirais qu'est-ce qui manque, comment on va les chercher, comment on fait bouger tout ça. Donc la parole est à vous. Point de blocage et ressources pour arriver à créer cette recherche-action sur le quartier du Trichon. Pardon, moi je reviens juste sur la question de la nuance. Comme il a été un temps où j'étais derrière le bureau, aussi pour participer au montage et à la coordination de projets, mais on a aussi réussi à faire des chartes de relogement qui emportaient l'adhésion, et je regarde Denise parce que moi j'ai beaucoup appris à ses côtés quand tu étais élu, parce que tu as posé des contraintes et des intentions et tu as donné les moyens qu'on le fasse. Et, donc c'était aussi la preuve que quand on se donne les moyens, on peut réussir à faire quelque chose qui corresponde et aux intentions des élus et aux intentions des habitants. Mais ce qui arrive assez souvent, donc en blocage, sur la nuance, c'est quand on part d'un état des lieux qui est trop manichéen. Et souvent, du coup, le sachant, le technicien ou celui qui a le financement, il va utiliser les 3% qu'on a oubliés ou les 10% qu'on n'a pas évoqués pour dire c'est bien la preuve que vous ne savez pas de quoi vous parlez et donc je ne cautionne pas ou je ne vous reconnais pas comme sachant. Et donc, c'est comment on arrive à avoir cette forme de nuance qui peut crédibiliser la proposition. Tu peux préciser même où est-ce que tu vois pas de nuance, qu'est-ce qu'il y a eu dans la présentation? Ah, non, mais je me permettrai pas, mais on a évoqué tout à l'heure en disant... à quoi ça sert de démolir les logements parce que finalement, c'est les mêmes personnes qu'on va reloger. Mais non, il y a eu des démolitions utiles et je pense qu'il y en aura peut-être encore.
comment on arrive à aborder ou évoquer la question de l'équilibre entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif. Comment aussi on peut faire de la question du deuil ou de l'acceptation un vrai champ. Ça prend du temps et des fois il faut refuser le changement parce qu'il n'est pas bon. Parfois il peut être intéressant, mais quoi qu'il arrive humainement, on ne peut pas du jour au lendemain, parce qu'on est venu toquer à notre porte, dire « Ok, c'est bon, vous avez raison, je me barre, ou je suis endetté, vous avez raison de me reprendre mon logement ». Ça, c'est pas suffisant. Mais donc, comment on fait pour consolider ou structurer les attentes ou les demandes? Il faut du temps pour accepter une évolution. Il y a des solutions pour revenir dans son logement, donc on peut être force de proposition. Il y a parfois des besoins de mobilité, où je me souviens, c'est encore d'actualité, la friche Saint-Sauveur à Lille, comment on arbitre entre le besoin d'îlots de verdure et de fraîcheur et le besoin de logement. Donc comment on arrive à montrer qu'on a en tête des pour et des contre. Il y a rarement un truc qui est complètement pour, rarement un truc qui est complètement contre. Mais comme le disait un peu Nassim, comment on arrive à partir de ça à montrer que la voie qu'on propose, c'est une voie pour les habitants et c'est une forme de consensus et accepter ça en fait. Pas rentrer dans un processus de nuance, de la complexité et qu'on arrive à intégrer les multiples. Comment on arbitre, voilà. C'est la question. Des fois, quand on est trop radical, c'est ce qui génère les blocages. Oui. Et à un moment, il faudra tout de même arbitrer, faire des choix. On ne pourra pas tout. Vincent, moi j'avais juste une demande de précision, si tu veux bien. On est en mode recherche-action, comme tu le préconisais, un collectif à l'échelle du territoire du quartier. Voilà, ou de Roubaix, sur un thème et des problématiques qu'on a approchées et dont on a chacun un angle d'attaque ou une problématique particulière, etc. Mais cette recherche-action, j'ai cru entendre des choses, elle va se cristalliser autour finalement de quelque chose de concret, un projet d'habitat léger, voilà, avec... Enfin, je sais pas, mais j'ai compris ça. Plus un espace d'échange et de dialogue et de production de connaissances à partir de ce que l'expérience principale autour de ce projet peut nous amener comme réflexion sur d'autres sujets et en réfléchissant au caractère reproductible sur d'autres, voilà, ou de transfert, voilà, comment ça peut éventuellement, on peut produire de, voilà. Et c'est ça que je voulais avoir comme précision, en fait, voilà. L'idée, peut-être pour repréciser, l'idée vraiment centrale... Vincent, il faut que tu limites trop, sinon l'idée centrale, c'est de faire un outil qui permet, un outil peut-être qui pourrait se mettre dans le LEA. On a d'ailleurs discuté longuement avec Afobat, le centre de l'atelier construction bois d'Afobat qui fabrique une partie des ch'tis maisons solidaires, des tiny house. Et l'idée, c'est d'arriver, comment on conçoit un atelier, un Fab Lab. Bon, le roi Merlin fait des trucs, machin, tout le monde est là-dessus, mais dans le quartier du Trichon, qui permettent de fabriquer et de rénover, d'inviter tout le monde, de se dire, tiens, je peux commencer à fabriquer ou à rénover mon logement. Je peux avoir du soutien technique, je peux avoir de l'outillage, je peux avoir du matériau, je peux avoir des... Voilà. Donc ce serait de comment on fabrique ensemble cet outil-là. Dans le porte-à-porte, on a rencontré des charpentiers qui habitent le quartier. Bon, voilà, il y a plein de ressources dans ce quartier, et puis extérieurement, comment on fait venir des gens de Leroy Merlin, il y en a qui habitent le quartier aussi. Comment on amène toutes leurs réflexions là-dessus. Donc c'est créer cet outil-là et sortir du modèle industriel et qui renforce une dynamique d'entraide dans le quartier pour la rénovation du logement. Et on a deux premiers projets qu'on propose de réaliser. Là, on a un groupe qui s'appelle HELP qui travaille sur ces deux projets. C'est de transformer ma maison, qui est une grande maison de maître rue du Curoir, d'habitat ancien, en habitat partagé, c'est-à-dire pour un groupe diversifié, et un projet d'habitat léger,
donc qui seraient un peu plus grands que des tiny, mais qui montrent qu'on peut construire autrement qu'en béton armé, en utilisant du verre, des bâtiments en verre et en béton, sur la ferme urbaine du Trichon. Donc dans le faire un petit ensemble là qui montrerait qu'on peut faire un petit lotissement d'habitat léger d'un coup en milieu urbain, et que c'est accessible, que c'est facile, que ça... Enfin, bon, tout ça, c'est facile à dire, hein, mais qu'on casse l'économie industrielle de la fabrication du logement qui est à 2500 € du mètre carré, et qu'on arrive à montrer qu'on peut faire des choses à la fois sympas pour des gens comme toi et moi, pour une famille de réfugiés, ou pour... Enfin, voilà. Et donc, c'est aussi une réflexion qu'on a mené autour de la ville accueillante. Je ne sais pas, Cyril Anap, s'il y en a qui connaissent, qu'on avait invité à l'UPC. C'est comment, face aux flux migratoires qui sont déjà là, mais qui risquent de s'amplifier, voilà, comment on fait de la ville accueillante et qu'on évite de faire des grands camps de réfugiés en périphérie des villes avec tous les gens de l'extérieur, et qu'il y ait une guerre entre ceux de la ville et ceux de l'extérieur de la ville, quoi, voilà. Donc ça, c'est le programme minimal sur lequel on est. Mais sur les blocages et sur les ressources, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Oui, sur les blocages. Oui, sur les blocages. Oui, sur les blocages. C'est bon. Je demandais à Joël, la tour Meyerbeer au cul de four qui a été détruite, mais elle a été. On a commencé à travailler dessus. Il était trop tard. Elle était déjà je dirais aux 2/3 vide. Donc ça a été très compliqué. Finalement, la tour a été détruite. Et juste en bas de la tour, il y avait un quadrilatère, 4 rues, quoi, un carré. Et là, c'était comité de quartier, on avait fait du porte-à-porte pour voir comment on pouvait réhabiliter. Et la question qui s'est on a fait tout le carré, hein. Et la question qui s'est posée, c'est qu'on demandait aux habitants de faire une réhabilitation selon les normes. Et pour la faire selon les normes, il fallait faire un emprunt ou trouver de l'argent. Alors, il y a eu une recherche de dispositifs d'emprunt. Pour les personnes, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en avait 4-5 qui voulaient bien réhabiliter, le reste n'était pas intéressé ou locataire. Et donc la question de l'argent, là, était vraiment du financement, a été très importante dans le choix et je pense que c'est toujours comme ça maintenant, dans le choix de réhabiliter ou pas soi-même. En plus, à l'époque, on ne pouvait pas réhabiliter soi-même, on était obligé de passer par des entreprises. Donc c'est l'autoréhabilitation pour ce carré n'avait pas été possible. Donc il y a les moyens de financement, les obligations qui sont liées à la rénovation, passer par des entreprises, et je pense que c'est toujours valable. Il faudrait voir la législation, ce qu'elle dit maintenant. Merci. C'est important, c'est une question fondamentale. Fabien, le financement et... Oh, pardon, désolé, je ne vais pas vous faire ça. Oui, alors, je ne sais pas si c'est un point de blocage. En tout cas, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a un bailleur social, Solia, qui soit là. La question que je me pose, est-ce que c'est un blocage qu'il n'y ait pas d'autres bailleurs sociaux ? Je ne sais pas s'il y en a dans le Trichon. Au Trichon, d'autres bailleurs sociaux. Je sais que les bailleurs sociaux ont une place aussi importante, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux et donc il y a une présence forte des bailleurs sociaux. Je ne connais pas bien le fonctionnement des uns et des autres. Je sais qu'il peut être différent, qu'il peut être critiquable comme il peut peut-être être positif. Si je fais le lien avec les ressources à mobiliser, moi je suis plus un observateur des projets de l'économie sociale et solidaire par rapport à mon parcours. Et ce qui me venait à l'esprit en faisant le lien bailleur social et expérimentation, c'était la voisinerie à Oisem, qui est, je dirais, le résultat d'un long parcours entre la ville de Lille, SIA Habitat, si je ne me trompe pas, et l'APF France Handicap, sur en fait une expérimentation, je dirais, d'un lieu où la voisinerie, où des personnes en situation de handicap pourraient avoir
un avantage dans un lieu au rez-de-chaussée où on est en mode un peu tiers-lieu, conciergerie, activités, bar, restauration, tout ça. Et donc, à titre d'acteur de l'économie sociale et solidaire, et dans la nef aussi, où je suis beaucoup impliqué, la banque éthique qui finance justement les initiatives vertueuses, écologiques, voilà, j'ai découvert un peu cette oisinerie et ce bailleur social qui avait, avec la ville de Lille, voilà. Et du coup, ces initiatives, en termes de ressources, la question que je me pose, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y aurait à aller à observer en termes d'initiatives qui pourraient fonctionner et qui pourraient être inspirants pour l'Autriche. C'est souvent ça, c'est quel est moyen ou qu'est-ce qui est proche ou loin à observer et qui pourrait être inspirant. Éventuellement à faire venir. Voilà. En sachant que moi qui fais un peu de visite, entre guillemets, des projets nefs, il y en a ici, des projets financés par la banque éthique, la nef, je vois aussi des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et là, ce que j'ai vu à la Oisinerie, c'est finalement que le public en situation de handicap ne fréquentait absolument pas la Oisinerie, que le modèle économique de la Oisinerie était en grande difficulté et qu'il y avait un problème d'animation, je dirais, du lieu. Voilà, avec des questions de Covid et autres, mais voilà, donc absolument. Et du coup, c'est les expériences qui sont longues, parce que 10-15 ans avec la ville de Lille, c'est quand même long pour accoucher d'un projet, on est d'accord, même si on fait une publicité d'enfer à la fin en disant « Regardez, c'est génial ce qu'on a fait, mais il nous a fallu quand même 15 ans pour le faire ». Et même si la PES, qui a été un peu aussi porteur du projet, a fait toute une sélection à partir de 10 porteurs de projets, en les mettant un peu en concurrence et in fine en choisissant un porteur de projet avec qui ça se passe pas si bien que ça. Du coup, c'est aussi la dimension critique qui fait que par mon expérience de parcours dans l'ESS, il faut aussi être vigilant et assez critique sur ce qu'on nous vend et la réalité des projets, quoi. Mais en tout cas, la question des bailleurs sociaux, moi je pense à Villeneuve d'Ascq et au LCR et à toute la réglementation par rapport aux obligations des bailleurs sociaux en termes de participation, en termes de lieux, en termes de droits des habitants, en termes de régie de quartier et autres. Voilà, comment dans cette recherche-action ils sont interrogés et quelle est leur place. Voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des choses qui me viennent en tête et à mon avis qu'il faut avoir en tête. Ce que je voulais dire, c'est pour reprendre l'exemple de Joël, ça dépend les quartiers. Au Cul-de-Four, quand ils ont quand même pas mal démoli, il y a des endroits où c'est toujours pas reconstruit. Ça fait peut-être 25 ans. Donc, par contre, rue de Lille, qui est en centre-ville, on reconstruit facilement parce que la logique veut qu'on reconstruise aussi en fonction de qui pourra venir loger et d'abord qui pourra payer le bailleur, etc. Mais aussi en fonction de futurs habitants. Est-ce que le quartier pourra accueillir des classes moyennes, etc. Donc, la notion de temps dans la rénovation pour moi est importante quand j'écoute ce que dit Joël et ce qu'on a vécu au Cul-de-Four. On construit pour une demande solvable. Ce qu'il y a, c'est que... Alors, je ne sais pas ce que je voulais dire au départ, mais je vais rebondir sur ce que disait Denise. Si on prend le nord du Cul-de-Four, qui est maintenant dans la zone de l'Union, en plus, il y a eu une conjoncture économique qui fait qui s'est accentuée avec le Covid, mais depuis 2008, et puis le fait qu'effectivement on soit dans des quartiers qui soient ce qu'on appelle en zone détendue, c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes que d'offres foncières immobilières, parce qu'on voilà, et c'est le ménage accédant qui aujourd'hui n'a pas forcément envie d'acheter une maison à l'Union. Donc le promoteur vient pas pour construire parce qu'il sait qu'il va pas vendre. Donc on est aussi dans un système comme ça qui peut bouger assez rapidement, parce que là effectivement les promoteurs aujourd'hui, il y en a à peu près une quarantaine sur la place métropolitaine. Ils commencent tous à se dire comment on va continuer à vivre si on peut plus construire des lotissements en extension.
Et donc là, sur l'Union, il commence à se réintéresser au foncier. Et du coup, la question, ça va être de se dire, mais comment on va faire le choix des projets en fonction de quels critères, tu vois, quel serait le mieux disant, est-ce que c'est un projet écologiquement viable, est-ce que c'est... Bon voilà, donc c'est tout à fait réel, quoi. Intervenir sur ce que tu dis. Ouais, vas-y. Pour aller dans ce sens-là, il faut savoir que quand on choisit d'avenir sur un quartier, on regarde d'abord, est-ce qu'il y a des équipements ? Est-ce qu'il y a une école qui fonctionne bien pour mes enfants ? Est-ce qu'il y a des commerces ? Est-ce que c'est facile de sortir de ce quartier, d'aller à Lille ? Enfin bref, on regarde plein de choses qui ne sont pas directement le logement. Et donc, il faut penser le quartier comme une entité vivante qui est branchée sur l'extérieur et branchée sur l'avenir. Et donc, si on fait simplement du logement, le logement, c'est l'habiter, comme dirait ma voisine, qui est important. Voilà. Et il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans les gens à mobiliser, d'ailleurs c'est dommage qu'ils ne soient pas là, je dirais, il y a la ville de Roubaix. Il faut la mobiliser, la ville de Roubaix. Parce que, bon, on ne pourra pas faire grand-chose si on ne l'a pas, je dirais, avec nous. Ouais. Je vais... Ouais, attends, ouais, c'est parce que du coup, ce que je voulais dire au départ. Ouais, ce que je voulais dire au départ, mais juste, il n'y a pas de souci. Juste pour revenir sur le cul de four aussi, à une époque où le cul de four, il y a eu énormément de démolitions de logements insalubres. Et quand on est arrivé avec un dispositif pour aider les gens à réhabiliter leur maison, on venait les voir et ils me disaient « Mais pourquoi voulez-vous que je réhabilite ma maison ? De toute façon, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est moi que vous allez venir démolir ma maison. » Donc il y a aussi, il faut donner, enfin voilà, il faut être clair dans les intentions et donner aussi des perspectives et puis effectivement aux gens. Bon après on leur a dit mais si on va vous donner un petit bout de jardin, si on vous fait une location-vente de jardin, c'est pas parce qu'on va démolir, mais il a fallu redonner confiance et c'est pas été évident. Alors ce que je voulais dire au départ, c'est par rapport, parce que tu voulais qu'on rebondisse sur les normes, etc. Alors, la question de l'argent, effectivement, par rapport aux dispositifs que l'État... des dispositifs qui existent pour aider les gens qui sont propriétaires de leur logement, donc de subventions, en fonction des revenus, bien entendu. On s'est souvent heurté au fait qu'il y a un plafond de revenus. Et que les gens qui avaient droit à cette subvention de l'État... souvent, la subvention ne suffisait pas pour faire effet levier, pour que les gens se lancent dans les travaux. Alors que le voisin qui gagnait un petit peu plus d'argent, il se disait moi, si j'avais cet argent-là, ça ferait effet levier. Donc il y a eu après d'autres dispositifs où les mairies, la métropole rajoutaient de l'argent à ce que mettait l'État pour faire cet effet levier. Mais voilà, donc ça c'est un réel souci, c'est que voilà, on a le droit, mais est-ce que c'est suffisant ? Après, il fallait débourser l'argent pour faire ces travaux. Donc il y a eu des créations de caisses d'avance, avec le Calpac d'ailleurs, de Roubaix. C'est-à-dire qu'on avançait l'argent, les gens n'avaient pas à débourser d'argent en attendant la subvention. Bon, donc là, il y a effectivement, il faudrait refaire le point, comment ça fonctionne aujourd'hui et quel est l'état des lieux sur cette question-là aujourd'hui par rapport aux propriétaires occupants de maisons anciennes. Voir quelle serait, en fonction de la manière dont les dispositifs sont mis en place aujourd'hui de la part de l'État, mais complétés par les villes et la métropole, voir où seraient les points de blocage sur cette question-là. Et il a dû répondre à quelque chose. Aujourd'hui, avec Amélio, quand on est propriétaire occupant et qu'on fait partie des plus modestes, on a entre 95 et 98% de l'argent en subvention. Voilà. Et néanmoins, donc là Ah non, c'est toute la MEL. Voilà. Pour rénover sa maison. Rénover. Donc ça renvoie un peu au point 2 qui était sur mais on peut pas faire soi-même. Évidemment si, on peut faire soi-même. C'est juste que selon la façon dont on va le faire, on a ou pas droit à telle aide. On peut être aidé pour rénover sa toiture et ajouter de l'isolation. On n'est pas aidé pour mettre un Velux et construire une chambre en plus dans le grenier. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment très peu de revenus. Ça va assez loin, hein. C'est les 40% des ménages les plus modestes en France qui ont... Tu vois, maison à 1 euro, là. Oui. Le blocage qui a été dit, c'est les gens n'arrivaient pas à
Pas complètement, non, je crois pas. Toutes les maisons n'ont pas trouvé preneur. Et oui, mais il n'y a pas que ça, parce que il y a des montants de travaux importants. L'ANA, quand il donne de l'argent, il y a des obligations de garantie. Mais pour moi, ça renvoie non, pour un propriétaire occupant qui fait des travaux de lutte contre l'insalubrité ou la précarité énergétique, le montant est de 95% dans la plupart des cas. On a un certain nombre de dossiers qui dépassent 50 000 € de subvention. Il y a des caisses d'avance. Donc, le sujet... Mais donc... Alors, là, c'est pour ça que je regardais Grégoire en même temps. Le sujet, il n'est pas que de celui-là. Et ça me donnait envie aussi de rebondir sur ce que disait Nassim. Tu dis, ce qui serait bien, c'est de montrer qu'on peut habiter bien dans une maison différente ou en habitat léger. T'as pas besoin de le faire. Je veux dire, ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a des gens qui construisent des maisons avec des bouteilles vides, avec des pneus. T'as des gens qui habitent dans... Ah ben, les pneus, c'est une des meilleures solutions. Non mais techniquement, t'as pas besoin de le montrer. Techniquement, non mais je veux dire, non mais c'est pour ça, construire une maison comme ça pour dire elle est de bonne qualité et on peut bien vivre dedans, je crois pas que c'est ça en fait. Le vrai sujet, c'est ce que disait Nassim. Comment on arrive aujourd'hui à avoir une politique de peuplement qui permet d'accueillir des personnes différentes ou qui questionne autrement la question de la densité ou qui va interroger les trajectoires. Et donc là, les outils, moi je trouve intéressant qu'on parle de l'habitat léger si effectivement c'est une façon de le faire un peu plus économique que les façons classiques. Mais l'enjeu là, c'est que le projet d'accueillir des familles de réfugiés, le projet de reloger à proximité des gens pendant que leur maison va se rénover, et c'est peut-être ça qui va débloquer certains chantiers, eh ben, l'habitat léger, ça apporte des solutions à ça. Il y a des gens qui ont envie de faire des trajectoires, il y a des budgets qui ne sont pas complètement consommés, parce que finalement, même si on a 95% de subventions pour rénover sa maison, si en même temps on doit trouver une école pour ses enfants, si en même temps on doit terminer une formation pour reprendre un boulot, si en même temps on veut s'occuper de ses parents et pas les abandonner, et ben même 95% de financement, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que l'argent. Donc Nassim, tu l'as dit un peu, il y a la question de la politique, du voisinage et comment on fait les choses. Il y a la question du modèle et je pense que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi, si on avait quelques petites maisons solidaires, ça permettrait peut-être d'accueillir provisoirement des gens qui doivent rénover. Une fois qu'ils habiteraient bien là-dedans, peut-être que ça donnerait envie à d'autres de rénover aussi leur maison, remettre de la vie sur une friche, peut-être qu'on se dira, mais dans le fond, c'est vrai, c'est quand même vachement mieux quand il y a des habitants. Mais si c'est pour dire, on va montrer qu'en construisant autrement, on peut habiter bien, ça, on sait déjà. Comment on fait la ville autrement? Quel projet collectif, finalement, ça va permettre de bâtir, de réussir à construire plus vite, moins cher, pour des familles qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution complètement adaptée à leur projet. Oui, tu voulais parler quand tu as eu le coup de téléphone. J'étais sur l'ancien sujet, mais c'est pas grave, c'est lié, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. En fait, je réagissais par rapport au quartier du Cul-de-Four et ce qui a été dit, et en particulier sur l'idée de dire, bah oui, la ville de Roubaix, il faudrait qu'elle puisse participer, ou en tout cas, et aussi sur la question de comment penser le quartier. Bah, tout simplement pour relater qu'il y a à peu près un mois, sur le quartier du Cul-de-Four, nous avons été, au niveau de Solia, été invités à réfléchir autour d'un PPA, d'un plan partenarial d'aménagement, avec une démarche quand même qui vise à mobiliser donc les bailleurs qui étaient présents, la mairie de quartier, l'acteur associatif ZERM qui est au couvent des Clarisses, et avec un cabinet qui s'appelle Yes We Camp qui a fait des choses intéressantes sur Marseille, etc. Et en tout cas, une initiative intéressante. Maintenant, je ne connais pas suffisamment le dispositif PPA, mais l'idée de déambuler dans le quartier, de réfléchir, de donner la parole à des jeunes qui habitent le quartier ou à des acteurs associatifs. À un moment, il y a eu des rencontres donc au cours de ces 3 journées de séminaire. Voilà, ça existe en tout cas, et je me dis cette démarche ici sur ce territoire-là.
Non, je ne suis pas en train de dire ça, pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne connais pas bien le dispositif PPA, mais c'est un truc à creuser. Enfin, regardez, voilà, il existe des initiatives. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que de vouloir vraiment agir vite et intervenir sur les friches et proposer des choses alternatives en l'entendant, etc. Et aussi s'ouvrir à la population et réfléchir. Bon, voilà. Ouais, justement Stéphanie, tu parlais de la question du modèle et justement moi je trouve qu'il y a un modèle qui est très inspirant et tu t'en as parlé, tu les as mentionnés. Ce sont les compagnons bâtisseurs. Donc je sais pas s'il y a des gens, je sais pas s'il y a quelqu'un des compagnons bâtisseurs qui est ici. J'ai pas l'impression. D'accord. Mais je trouve que pour le coup c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un acteur extrêmement intéressant à pouvoir mobiliser dans le cadre de ce projet-là. Parce que justement ils ont quand même cette approche de pouvoir apporter des ressources, donc sur la question de l'argent, de pouvoir apporter des ressources autrement que par de l'argent, qui sont justement des ressources humaines, des capacités, des savoir-faire, des personnes qui veulent aussi, donc des bénévoles, des personnes qui veulent justement se former à des métiers du bâtiment. Et il y en a de plus en plus, des personnes qui veulent se reconvertir dans le bâtiment. En plus il y a aussi toutes ces personnes dont on parlait, dans le livre La ville vue d'en bas parle, et qui ont ces savoir-faire et qui ne sont pas spécialement reconnus. Donc je pense qu'en termes de ressources, ce modèle-là, de pouvoir créer de la rénovation un peu conviviale, donc conviviale un petit peu dans le sens aussi à la Illich, quoi. Je trouve ça, je pense que ça peut être un modèle qui peut être assez inspirant dans le cadre de ce projet. Se pose tout de même la question du coup des normes et de l'assurance, et qui est quand même quelque chose justement qui doit être assez vite réglé pour pouvoir rassurer et pour pouvoir peut-être mobiliser justement. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à intégrer là-dedans, donc ce soit avec les compagnons bâtisseurs ou d'autres, je sais pas, un peu plus adaptés justement aux trichons à Roubaix. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pense vraiment. Et puis en plus, c'est une histoire, les compagnons bâtisseurs, qui colle complètement à ce qu'on veut faire. Donc, il faudrait rediscuter. Mais la présidente nationale était même venue sur la ferme du Trichon avec Nordine Farac, là, le délégué. Bon, maintenant, ce que j'ai vu à Lille, ils sont un peu, tu vois, coincés là. Enfin, alors peut-être dans d'autres régions, c'est différent, mais ils sont tout de même sur de la déco avec les bailleurs sociaux. Ils font un petit atelier construction bois, enfin à Fives, mais c'est pour faire des lampes, faire des petites choses avec les gens du quartier. Ils ne sont pas sur de la réno de logement. Après, j'ai essayé d'approcher, mais je ne les ai pas rencontrés. Mais c'est les bricoleurs du cœur. C'est un autre mouvement qui, à mon avis, est très inspirant aussi. Les bricots du cœur, oui, effectivement, ils ont une démarche intéressante. Et par leur biais, l'expérience que nous on a, c'est pour ça que ça me fait écho, puisque hier, ils nous ont aidés à réhabiliter, à refaire le parquet, en mettant en lien une enseigne Leroy Merlin, etc. Donc on a une équipe de bénévoles qui sont intervenus. Enfin, en tout cas, ceux qui sont venus, voilà, et ça s'inspire un peu des démarches où on rapproche via le mécénat ou autre, ou des démarches de team building des grandes enseignes Casto, Leroy Merlin, et ça, je trouve ça aussi intéressant de faire se rencontrer ces mondes-là, parce que c'est de la solidarité. Et c'est vrai que nous, avec Bricots du Cœur, on a une convention, donc on a quelques chantiers intéressants, et c'est vraiment là une source intéressante, en tout cas, de partenaires à mobiliser dans l'action solidaire qu'on peut mener. Voilà, par exemple, donc nous mettre en contact, tu vois, avec Bricots solidaires, Bricots du Cœur, et avec les compagnons bâtisseurs, et de les amener sur le territoire du Trichon et dire on fait une section, je sais pas comment on appelle ça, un groupe, parce qu'ici il y a des gens aussi qui ont des capacités. Et après, là, oui, mobiliser le mécénat d'entreprise, je trouve que c'est un vrai truc aussi. C'est-à-dire que si on arrive à ce que des salariés, parce que le problème c'est que les gens qui travaillent, il faut qu'ils aient du temps pour faire des chantiers ailleurs que dans leur travail. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il faut prendre l'idée de l'autre et le faire. En fait, ils sont partis au départ sur une intention d'un community manager, et parce qu'ils avaient des invendus, ils se sont dit on va les mobiliser. A priori, donc c'est quelques journées par an, et ils font 1 ou 2 chantiers. Et au départ, c'était surtout pour aider les bénévoles des assos.
Donc ils sont par exemple allés rénover le salon de repos des Restos du Cœur, ils sont venus faire des lieux aussi pour Emmaüs, et je pense qu'après on en avait parlé. Mais en tout cas ça montre que si on réussit à se mettre à 30, en une journée, on peut changer la gueule d'un salon, où on peut réinvestir le jardin. Et je trouve que c'est ça peut-être qu'il faut que nous, on retienne finalement. Cette organisation un peu en commando, parce qu'il y en a un ou deux qui préparent le chantier pendant 15 jours ou 3 semaines, et il y a sur un samedi, en général, ils viennent avec un peu de musique, ils font un petit film, c'est très sympa. Je pense que c'est aussi ça qu'on peut questionner. Et du coup, si tu les as pas encore rencontrés, je voulais t'inviter peut-être à aller voir le CID2F. C'est presque le quartier. Ils ont lancé pendant 1 ou 2 ans des ateliers avec des femmes pour leur présenter les métiers du bâtiment. Alors, l'atelier s'appelle Mon auto-réhabilitation. Mais parce que ça parle aussi du retour à l'emploi ou à l'activité des nanas. Il y en a une qui a témoigné, puisque l'AG, c'était jeudi au couvent des Clarisses, où elle dit, mais au fait, moi je suis payée 3 fois plus que quand j'étais au RSA. J'ai des horaires de 8h à 15h30, donc je peux récupérer mes enfants à l'école et tout va bien. J'avais envie de faire ça, je réussis. Elle a son diplôme de plaquiste, là, dans quelques jours, et elle engage un CAP de carreleur. Ça veut dire qu'en plus, si on s'appuie sur la ville vue d'en bas, tu peux cocher un projet qui fait du lien entre les gens, qui conforte les savoir-faire des uns et des autres, qui va mettre en place des brigades qui peuvent intervenir chez les uns, chez les autres, avec le soutien ou pas des compagnons bâtisseurs. Hein. Mais donc on en revient à ce que disait Denise. Comment on va trouver les sous ? Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que moi, dans les rencontres que j'ai faites avec le Graal, les compagnons bâtisseurs, c'est à chaque fois ils font des chantiers solidaires, mais c'est pour des assos, pour des jardins partagés, ils sont pas chez le particulier. Donc il y a une difficulté que j'ai ressentie dans les rencontres, c'est de dire oui, mais bon, puis pourquoi on irait aider un particulier plus qu'un autre, on va financer un propriétaire. Donc il y a à réfléchir sur qu'est-ce qui bloque, alors que je pense qu'au départ, les compagnons bâtisseurs, c'était vraiment ce projet-là. Et donc affiner ça dans la recherche-action. Qu'est-ce qui bloque ? C'est vraiment le financement. Ils ont choisi pour se développer dans la région, ils ont choisi de trouver du financement chez les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Et donc, quand on a un financement, en général, il y a des contreparties. Leur contrepartie, c'est de faire des actions dans les quartiers d'habitat social pour améliorer l'appropriation, éviter qu'en partant les gens aient des états des lieux trop coûteux. Non, mais Amélie, on va retomber encore une fois sur ce que disait Denise. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent public, il y a des contreparties. Et donc, si ceux qui viennent faire les travaux ne sont pas certifiés RGE, tu n'as pas l'argent public. Que ce soit un artisan, pas RGE, ou un groupe d'amis, pas RGE, ou toi-même qui fais en allant acheter au magasin du coin, c'est les entreprises reconnues garantes de l'environnement. Et donc, c'est une assurance. Alors, des fois, en pensant bien, on produit des effets pervers, hein, mais a priori, en donnant ce label à des entreprises, c'est ce qui permet de se dire que l'argent public va être utilisé dans des bonnes conditions pour effectivement avoir un résultat qui atteigne les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il faut fabriquer avec des gens d'ici une entreprise RGE. Je voudrais revenir sur un point qui a été un peu évoqué. Là, on parle surtout de mobilisation citoyenne, donc d'organisation. Je ne parle pas d'aller chercher de l'argent, mais c'est les citoyens, les habitants qui se mobilisent pour faire. Et donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand même, je me pose quand même la question, on avait en son temps proposé de faire de l'habitat partagé à l'Union et on n'a jamais eu gain de cause, ni à la fois par le politique,
la MEL, le politique et les services techniques. Donc maintenant, peut-être qu'on aurait davantage de pression, la pression climatique, etc., etc. Donc actuellement, moi je pense aussi qu'on est toujours obligé de faire la preuve qu'on va pouvoir faire ou qu'on va savoir faire pour pouvoir avoir de l'argent, etc., etc. Moi, je me pose la question, on le voit bien, il n'y a pas de représentant de la ville de Roubaix. Comment ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il manque la ville. Comment, à la fois les services de la ville ou les politiques, que ça soit la MEL, on ne la voit jamais à Roubaix, et donc comment aussi les politiques n'attendent pas qu'on ait montré notre savoir-faire pour agir avec nous. Juste une petite réponse sur la ville. Bon, moi j'ai eu des contacts avec Camille Vasseur, là, qui est le nouveau service sur les maisons vacantes, donc, et son responsable, Monsieur Lumet, qui est service logement. Il est très intéressé par notre réunion cet après-midi. Bon, c'est un samedi après-midi, nanana, bon. Donc ils sont intéressés, ils sont pas là. Bon, après au niveau élu, je sais pas. Bon, donc voilà, je crois qu'on peut, mais ce que je me disais aussi, c'est comment on fait, enfin tu dis la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire comment on regroupe des organismes pour créer aussi, donner envie aux habitants de se dire tiens, je vais me foutre bricoleur du cœur parce que je vais les rencontrer, ils vont venir dans le quartier, tout ça. Donc c'est aussi comment on fédère l'ensemble des gens qui sont dans le champ qu'on veut toucher pour faire pression sur la ville, pour montrer à la ville qu'on est vraiment dans une expérimentation qui peut être significative et pas dans de demandes de particuliers qui veulent retaper leur baraque ou se faire des jolis petits logements dans la ferme urbaine du Trichon, pour caricaturer. Pour rebondir sur ce que dit Denise et sur l'expérimentation, en fait, c'est le droit à l'expérimentation et derrière ça, c'est le droit à l'erreur. Alors ça me fait rire que nous, enfin en tant que collectif habitant, on n'ait pas ce droit à l'erreur, alors que on était capitale mondiale du design et que le mode design, c'est essentiellement le droit à l'expérimentation et le droit à l'erreur. Peut-être qu'on peut renvoyer dans la méthodologie à mettre en place et renvoyer, si tu dis à la MEL, voilà, on va faire un travail en mode design. On veut faire une expérimentation, avoir le droit à l'expérimentation. Et puis, dans le fil de sujet, glisser qu'on aura aussi le droit à l'erreur. Bon, c'est les prendre, alors... un design avec un Fab Lab. Mais voilà. Il y a quelques mots-clés, voilà. Bon. Sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, quel nouveau mode d'habiter et d'État face à l'urgence sociale et écologique, je me disais, en termes de ressources, ce qui pourrait être intéressant, c'est de continuer à creuser aussi sur l'économie circulaire. Tout ce qui est donc réutilisation, et je pensais notamment aux expérimentations de démolition et de réutilisation du béton. Je sais qu'il y a des constructions qui se font aujourd'hui avec de l'ancien béton. On refait du béton. Je pense à ça parce que j'ai suivi un peu de loin le projet de la maillerie à Villeneuve-d'Ascq, où justement, bon, c'est Bouygues et des autres, hein, c'est des gros, mais ils mettaient en avant qu'une partie des démolitions avait été faite avec du béton. On avait reconstruit avec du béton de démolition. Donc comment on creuse sur ça, comment on trouve le sourcing. Je pense aussi, j'ai des exemples qui ne sont pas forcément locaux, mais par exemple les Sarrasins, donc, qui est un café coopératif à Oisem, qui est très très intéressant. Ils ont agrandi, et ça marche très très bien. Ils ont fait un bar avec du bois de récupération, c'est-à-dire que c'est un artisan qui a récupéré du bois quelque part et qui a fait un très beau comptoir grâce à ça. Donc je donne des exemples. Ouais, je donne des exemples. Il y a un projet aussi, une fois de plus, financé par la Nef là, à Blanchemaille. Ils font des meubles en récupération aussi, en sourcing déchetterie, en sourcing avec des producteurs, et ils récupèrent.
Et donc voilà, en tout cas, comment on intègre encore plus l'économie circulaire dans les choses, quoi. Ouais, c'est totalement un sujet qu'on veut intégrer aussi, hein. Pour l'instant, moi, j'ai pris 3 contacts. Enfin, il y a Zerm, dont tu as parlé, donc le parpaing. Ils ont réfléchi un peu là-dessus. Ils ont fait des cours du soir ici à l'UPC. Il y a Fibrenco, donc, qui est attaché à Arcadis, le foyer jeunes travailleurs, et donc sur la fabrication de meubles de palettes. Et ils ont un atelier, qui est donc boulevard Leclerc. Et puis il y a Art Déco. Art Déco, c'est plutôt plutôt dans l'insertion, mais eux, ils se lancent justement dans le réemploi aussi. Là, ils ont récupéré une 50aine ou une centaine, je crois, de radiateurs. Non, ils sont rue des Arts aussi, mais c'est lié à Urban Clean, tout ça. Enfin, c'est le gros truc d'insertion de Roubaix, quoi. C'est le vitamine T à la roubaisienne. Et c'est Claude Santini qui était au Calpact avant, qui est un peu le patron du truc. Et donc, ils ont récupéré plein de radiateurs en fonte. Donc, ça va leur faire un gros truc. Donc, ils partent là-dessus. Mais tout de même, moi, ce que j'ai vu... Hein, et donc, oui, Fibrenco fait un collectif qui s'appelle Crado, avec des architectes, machin. Bon, pour l'instant, qui aimeraient travailler sur la question du réemploi. Et puis, il y a aussi un gars comme Cédric Gerlu, là... qui est propriétaire d'El Cagette, qui est un gars qui fait des décors de théâtre, tout ça, qui fait de la récup aussi. Donc j'ai discuté avec tous ces gens-là. Et on voit que c'est difficile tout de même, hein, d'organiser ça. À mon avis, c'est les gros, Veolia ou je sais pas quoi, qui vont vraiment faire des systèmes de récupération des matériaux de construction. Mais sinon, voilà, c'est des petites choses. Et puis, il faut être très, très, très... suivre tous les projets de démolition un peu partout. C'est pas forcément... Mais voilà. C'est une dimension importante. Et Zerm, en tout cas, moi, je trouve sont super intéressants dans leur approche et leur discours. Ce que raconte Simon, c'est vraiment, je trouve, toujours juste. Je ne sais pas si c'est encore un sujet, mais... Quand on parle de la réhabilitation, et notamment par exemple des logements vacants ou autres, c'est vrai qu'en matière de construction neuve, il y a eu beaucoup d'évolutions techniques sur la construction écologique, etc. Sur la réhabilitation, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a quelques années, alors ça a peut-être évolué, mais il y avait aussi un travail avec les compagnons bâtisseurs de formation aussi du monde de l'artisanat, parce qu'aussi toute une époque où les artisans ne savaient pas forcément bien utiliser ces nouveaux matériaux et bien les mettre en œuvre. Et du coup, pensant faire un logement écologique mieux isolé, c'était pas toujours évident. Donc si on parle aussi de transition écologique, c'était pendant tout un temps un vrai blocage que celui par la CAPEB, là, c'est la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais voilà, du coup, il y a, je pense aussi, parce que ces petits logements vacants, on ne va pas les réhabiliter avec les grosses boîtes du BTP. Hein, ça sera... Donc il y a aussi peut-être ce réseau-là sur cette question de la réhabilitation écologique. Tu disais compagnons du Tour de France, du coup. Ah, peut-être, c'est pas les compagnons bâtisseurs. C'est pas ceux qui sont à Villeneuve-d'Ascq. Oui, ça, c'est les compagnons du Tour de France. Ah ouais, d'accord. Oui. Mais les deux sont compagnons. Oui, hein. ouais, les deux sont... Ouais. Bon, ok, donc ouais, les artisans. Il y a eu longtemps, parce que moi j'avais une ancienne étudiante qui a fait un service civique chez les compagnons, je ne sais plus si c'est les compagnons bâtisseurs, et c'était en fait effectivement de mettre en place tout un système de formation des artisans à la mise en œuvre de matériaux écologiques, etc. Parce qu'on le sait bien, la mise en œuvre et l'usage derrière est aussi importante que les matériaux en lui-même. On a rencontré 2-3 artisans porte-à-porte, plutôt dans le chauffage, plombier, des trucs comme ça. Qui peut peut-être mobiliser. Ah, ok, d'accord. Ouais, du coup, juste pour continuer sur les compagnons bâtisseurs, j'avais eu un entretien justement avec une personne chez eux
Et juste pour vous relater un petit peu ce qui avait été dit, ça peut être intéressant, notamment sur les points de blocage. Elle parlait beaucoup, justement, cette personne, des problèmes vis-à-vis des toitures. Que justement, en fait, les aides de l'ANA parfois suffisent pas, en fait, même pour une personne précaire, qui justement coche toutes les cases, entre guillemets, de l'ANA sur la précarité, ne peuvent pas financer les travaux à 100% parce qu'en fait les travaux de toiture, de recouvrement de la toiture vont tout prendre, vont tout absorber. Donc il y a peut-être, en tout cas voilà, elle expliquait que c'était quand même quelque chose d'assez courant dans les problématiques. Le coût de la toiture est trop cher. Ouais, les coûts d'intervention. Il y a un plafond de travaux. Ouais, il y a un plafond de travaux et du coup avec des frais d'intervention sur la toiture en l'occurrence. Et c'était juste une petite idée à vous partager qui m'a traversé l'esprit il y a quelques semaines. Moi, personnellement, j'aimerais me reconvertir, justement, je parlais de reconversion dans le bâtiment, moi j'aimerais me reconvertir dans le métier de la plomberie. Et je me disais qu'une façon de le faire qui serait intéressante, ce serait justement de devenir, je ne sais pas si ça existe ce système, mais peut-être que ça existe déjà, ce serait une forme de solidarité justement entre les artisans auprès de publics qui ne peuvent pas forcément se payer les interventions, ou en fait une partie d'intervention auprès de personnes qui peuvent se payer ces interventions financerait justement des interventions gratuites auprès de personnes qui ne peuvent pas se payer ces interventions. Voilà. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, ce serait une sorte de petit surplus, comme le système de l'arrondi. Voilà, exactement. C'est un peu la même idée. Ok. Bon, il est 5h. Paris s'éveille. Et donc, on a fait un premier tour de piste, là. Et donc, on va essayer d'avancer sur cette recherche-action, si vous êtes partant. Et puis, on va faire un compte-rendu. Et puis, on va essayer de commencer on va vous réinviter bientôt pour essayer, en essayant d'élargir un peu le cercle. Et puis voilà. Et de faire des ateliers, structurer un peu peut-être des chantiers à mener. Vous questionnez vos organisations sur votre implication éventuelle dans une recherche-action autrichon. Donc voilà, chacun dire on peut faire une réalisation à cet endroit-là, d'une manière ou d'une autre, pour qu'il y ait une concentration d'action et nous aider aussi si vous avez des contacts pour nous ouvrir des portes de tout ce qu'on a cité là, n'hésitez pas aussi. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Si vous voulez participer à des projets HELP d'habitat partagé et habiter le quartier, c'est aussi une possibilité. Voilà, si ça vous dit de venir à Roubaix. Merci à tous et puis bon week-end de Pentecôte et à bientôt.